la session de principale prédiction de risque en cybersécurité pour 2023 et au-delà. Je m'appelle Caroline Van Belle et je serai votre modérateur pour cette session. Bienvenue aussi à mes panélistes Benjamin Kornhauser. Bonjour. Rodrigue Nsuka. Bonjour. Et Ali Laribi. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Benjamin, je commence avec toi. Je peux le faire. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette session qui devrait être intéressante. Je m'appelle Benjamin Kornhauser, j'ai un petit peu plus de 20 années d'expérience dans la sécurité de l'information, avec des choses intéressantes puisque j'ai passé 10 années de ma carrière à Londres. J'ai commencé dans l'audit, j'ai supervisé des équipes un petit peu partout, situées géographiquement en Inde, etc. Et donc, depuis 4 ans, je travaille avec PECB en tant que formateur, mais je garde un pied dans le conseil. Et tout en travaillant avec PECB et en gardant un pied dans le conseil, je développe mon réseau qui comprend, et c'est à ce titre que je vais vous parler ensuite, qui comprend pas mal de DRH. Il faut savoir que j'ai fait du recrutement dans ma carrière, pas mal de DRH et pas mal de spécialistes de la gestion du risque. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, dans quelques instants, de la gestion du risque qui est le maillon le plus faible et le plus fort de la cybersécurité. Vous savez ce que c'est, hein, c'est le facteur humain. Donc je vais vous parler de la gestion du risque de RH. Ok, voilà. Merci Benjamin. Ali? Merci Caroline. Moi je suis Ali Laribi, je suis un consultant en cybersécurité IT et OT. Je suis le dirigeant et le fondateur de la société Fortress Plus en France et aussi Trustwave à Tunis, et qui est spécialisé en fait dans tout ce qui est audit, conseil, assistance, formation en cybersécurité IT et OT, et un petit peu en fait de convergence IT, OT et Cyber and Physical Security. Merci Ali. Rodrigue? Merci Caroline. Moi c'est Rodrigue Nsuka. Les amis, l'entourage m'appellent souvent évangéliste de cybersécurité. J'ai pratiquement 12 ans d'expérience dans les domaines. Je travaillais en tant qu'opérationnel. J'ai commencé en tant qu'opérationnel chez PwC. J'espère qu'on connaît PricewaterhouseCoopers. Et j'ai travaillé à l'entité pour l'Afrique francophone, précisément RDC, Côte d'Ivoire, Congo-Brazza, Cameroun, Abidjan également. Et là, j'ai mis en place, ça fait pratiquement 4 ans, ma petite boîte qui est en RDC et ici en France également, qui est en train de travailler pas mal. Je suis consultant indépendant en système de sécurité d'information. Je donne mes services à la plupart des entreprises de la place, banques et industrie. Donc voilà en gros ce que je peux dire sur Rodrigue Nsuka. Ok, merci. Alors la sécurité informatique n'est plus seulement l'affaire des départements ICT. Chaque CEO doit aujourd'hui comprendre les risques cyber et les traiter comme un risque de business au lieu d'un risque technique. Un risque qui ne va pas directement disparaître vu la croissance des incidents. Alors voilà une liste de 9 points non exhaustifs de prédiction de risque que je veux partager avec vous. 1, c'est l'impact des réglementations, conformité aussi avec la loi RGPD. Les infrastructures critiques et services publics continueront à devenir des cibles attrayantes. Puis les cyberattaques contre le secteur de la santé. Vers l'adoption de solutions SSE uniques et zéro trust, surveiller ses partenaires pour renforcer sa propre sécurité. Veiller à une résilience organisationnelle, se préparer à tout, mais surtout au pire. La régularisation de paiement de rançon par les États. Dans le cas d'un monde dominé par les enjeux écologiques et les pénuries de compétences et les silos de produits aggravent la situation. Alors une question pour vous tous, hein. Quelle est votre vision pour la sécurité et gestion de risques en 2023? Quelle tendance à surveiller, Benjamin? Mais pour moi, la première tendance à surveiller, c'est celle des personnes qu'on recrute pour s'occuper de la cybersécurité.
ça ne peut pas fonctionner tout seul, évidemment. Donc, il y a un certain nombre de risques que j'ai identifiés qui sont des risques, on peut dire, liés au recrutement, si vous voulez, mais c'est un petit peu plus large. C'est lié au personnel de cybersécurité. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Alors, j'en ai identifié 4. C'est moi qui vous les donne, mais je ne fais que me faire l'écho de personnes avec lesquelles je me suis entretenu, qui sont des RH, qui sont à la direction de cabinet de recrutement et qui sont consultants. Alors le premier, c'est un manque d'engouement des directions. Quand quelqu'un arrive dans une ressource affectée à la cybersécurité, quel que soit son rôle, quand elle arrive dans la société, c'est que quelque part la direction a décidé de recruter quelqu'un. Or la direction aujourd'hui a une vision de la cybersécurité qui est très technique. Elle voit ça comme quelque chose, je dirais pas comme une fatalité, mais enfin comme quelque chose dont il faut se débarrasser. Donc vous dites, écoutez, d'accord, faites-moi des pentests, recrutez-moi les gens qu'il faut. Et en conséquence, comme ils n'ont pas de vision globale, idéalement, il faudrait qu'ils aient une vision 27001. Vous savez bien que notre Bible à tous, c'est 27001, d'autant que la nouvelle version vient de sortir. Comme ils n'ont pas de vision globale, ça crée des problèmes de gouvernance et des ressources qu'on recrute en silo, avec des équipes qui se forment et qui parfois, on en arrive à des conclusions, enfin je veux dire, absolument délirantes, où elles s'auditent entre elles, si vous voulez. Alors il n'y a plus qu'à attaquer. Vous avez tous les auditeurs et toute la force de cybersécurité qui est en train de... Je t'audite, tu m'audites, nous nous auditons, vous vous auditez. Et puis, plus personne ne regarde ce qu'il y a à l'extérieur. Donc la cause, c'est un manque de connaissances élémentaires des dirigeants. Et la conséquence, c'est des problèmes de gouvernance et des fonctions en silo. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est tout à fait lié, c'est que si vous voulez une harmonie, si vous ne voulez pas qu'il y ait des silos et des gens qui se battent, il faut qu'il y ait une harmonie. Et pour ça, il faut des profils qui sont ce que j'appelle des profils mixtes. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très compétentes techniquement. Elles vont connaître les réseaux, tous les protocoles réseau. Elles ont des connaissances solides en cryptographie, etc. Mais elles auront la vision métier. Elles sauront que quand on fabrique des pièces d'avion, il faut telle ou telle chose, etc. Et elles seront capables de faire la traduction de problématiques techniques en problématiques métiers. Et c'est ça que dit 27001, en fait, ça ne dit pas autre chose. Mais ces profils mixtes ont tendance, d'abord ils ne sont pas si nombreux, et ils ont tendance à être un petit peu négligés par les entreprises, parce que c'est des profils expérimentés. Pour faire un bon profil mixte avec beaucoup d'expérience, il faut 5 à 8 ans à peu près d'expérience. Or, on constate un engouement, apparemment, c'est d'après les informations que j'ai collectées, de jeunes recrues qui sortent d'écoles d'ingénieurs parfois brillantes, il n'y a absolument pas de sujet là-dessus, mais qui n'ont pas cette vision technique. Alors évidemment, ils coûtent moins cher à embaucher, mais il n'y a pas toujours la supervision qui va avec. Donc on survalorise, c'est le troisième point, on survalorise les très jeunes et ils n'ont pas cette capacité à traduire, donc ils vont aller faire des pentests par-ci, une équipe de red teaming par-là, etc., mais sans vision globale de la défense des intérêts fondamentaux de l'entreprise. Et le quatrième plutôt risque que j'ai identifié d'après mes discussions, c'est un risque c'est des faux profils en fait. C'est un risque de recrutement avec ce que j'ai appelé des faux profils ou des profils à risque, c'est-à-dire soit des personnes qui viennent passer un entretien chez vous, mais qui n'ont pas vraiment envie de bosser chez vous, en fait. Ce qu'ils veulent, c'est retourner dans leur boîte,
en disant voilà, regardez, j'ai une proposition à 10 000 euros de plus, donc j'aimerais bien avoir une augmentation de salaire. Bon. Ou, je l'ai mis dans la même catégorie de profil à risque, des gens qui correspondent au profil un petit peu mixte, mais comme je vous ai dit, ils sont rares, et ils n'ont pas forcément l'éthique qui suivent. Moi, j'ai vu des exemples de personnes qu'on a recrutées comme ça, en qui on ne pouvait vraiment jamais avoir tout à fait confiance, qui faisaient des ventes en même temps que des missions, il y avait des kickbacks dans les ventes, etc. Enfin, c'est des candidats, des profils à problème. Soit qu'ils veulent pas vraiment, ils n'ont pas vraiment l'intention de travailler chez vous, soit ils ont l'intention, mais la cause, c'est que les processus de recrutement n'ont pas été suffisamment complets. Vous n'avez pas fait les background checks, comme on dit, les vérifications de pré-embauche. Et donc, vous vous retrouvez avec des problèmes. Je vous ai pas proposé de le faire, mais vous pouvez... j'en ai fini, et si vous avez des questions, vous pouvez les poser à tout moment. Hein. C'est valable pour tout le panel. Tout ça, c'est le chapitre 6 de la 27002 2022. Donc, vous avez tout un chapitre qui dédié à tout ce qui est ressources humaines. Ces 4 points sont pratiquement, on peut le trouver dans le chapitre des ISO 27002. Donc, en fait, on peut les trouver dedans, effectivement. On peut aussi prendre conscience de l'état du marché. C'est aussi l'état du marché qui fait qu'on a plus de jeunes que d'expérimentés, etc. Ça, vous ne le trouverez pas forcément comme ça dans 2022. Ce que vous trouverez excusez-moi, c'est 27002, pas 2022. Mais ce que vous trouverez partout dans 27001, c'est le premier point, c'est l'engagement de la direction sur les grandes fonctions d'audit. Et ça, pour l'instant, c'est pas au point. C'est vu comme quelque chose qu'on va déléguer. Et je dirais, dans un monde idéal, un bon dirigeant, quel que soit le secteur d'activité, devrait faire un petit tour chez PECB, pourquoi pas, et passer au moins les fondamentaux 27001. C'est aussi géré par l'expérience, je pense bien, Benjamin. C'est oui. Aussi l'expérience du management qui recrute les jeunes, et c'est à lui de renforcer également cette capacité dans les jeunes. Oui, c'est effectivement aussi un problème de management. De formation. La formation, ça ne s'arrête pas, je vous donne la parole tout de suite. La formation ne s'arrête pas aux études supérieures. Il y a un problème d'encadrement qui est que je ne connais pas vraiment la cause, mais c'est difficile, si vous voulez, de faire monter les personnes qui arrivent techniquement en compétences et de leur donner un profil de plus en plus métier, managérial, voilà, avec le bon mentorat, le bon tutorat. Dans les entreprises qui marchent, dans les entreprises qui l'ont mis en place, ça fonctionne. Dans les autres, ça rame un petit peu. Excusez-moi, je vous écoute. Peut-être un microphone pour monsieur. Pour le recrutement de spécialistes organisationnels, techniques, Allô? Le recruteur de l'entreprise qui recrute ne sait tout simplement pas comment évaluer un bon profil. Et peut fort bien Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Je suis désolé de vous faire répéter. Oui. Non, c'est pourquoi tout le monde en profite. Bonjour à tous. Oui, est-ce que vous n'avez pas l'impression que là où ça pêche aussi, c'est que celui qui doit recruter des profils de gens qui vont travailler dans la sécurité ne savent pas exactement comment caractériser ce qu'ils souhaitent. Ils ne savent même pas remplir la petite annonce, quoi, à la limite. Hein. Et qu'ils se retrouvent donc à recevoir des candidats qui éventuellement vont réussir à leur faire croire qu'ils sont compétents en ceci et cela, alors que c'est à la limite pas vrai. Alors bien sûr, peut-être pas dans les grosses sociétés, mais dans les PME ou les sociétés de taille intermédiaire. Si, même dans les grandes sociétés. Je suis 100% d'accord.
Même dans les grandes sociétés. C'est Alors oui, ça je que vous n'ose dites là, même vous avez... prononcer. Oui, donc vous confirmez. Hein. Bien sûr, bien évidemment, je pourrais répondre à sa question parce que aujourd'hui, pour faire des bons recrutements, il ne suffit pas seulement avoir les RH à côté et les responsables, soit les managers à côté. Non, il suffit également de faire un panel des experts. Vous avez quelqu'un qui est calé dans les domaines et vous avez le RH qui est à côté, soit son commercial qui est à côté, et la personne qui est calée dans les domaines aura des questions spécifiques sur les besoins de la société. Et c'est ce qui est très important aujourd'hui dans ces domaines de cybersécurité. On a l'impression d'avoir des gens qui ont des CV énormes, mais c'est comme quelqu'un, on lui dit, ben voilà, il y a ces tracteurs, tu peux faire tout. Il dit, oui, je suis capable de les faire. Mais on lui donne, il ne sait même pas démarrer là-dessus. Ouais, je voudrais compléter en disant oui. à quel point je suis d'accord. Il y a une énorme survente Voilà. de profils techniques pas très expérimentés qui sont capables de mettre énormément de poudre aux yeux, mais c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, comme on dit. Et je peux vous garantir que souvent, la tendance, c'est que le mur n'est pas construit, hein, ou il penche un peu. Oui, on aboutit à des sociétés qui recrutent un soi-disant RSSI. Au bout de 2-3 ans, on le fait partir pour en mettre un autre qui est pas tellement mieux et qui vont survivre comme ça, en fait, à coup de prestataires externes, parce que ce sont les seuls qui sont vraiment compétents, quoi. Enfin, je caricature un peu, mais j'ai un peu dit ça. Hein. Et souvent c'est aussi l'esprit, comment je peux dire, l'esprit business qui est hanté dans les corps de management, parce qu'ils pensent souvent au business. Ils disent, ben voilà, on va recruter un RSSI, un CISO rapidement, il va assumer les rôles et tout. Les restes, on s'en fout, il y a des procédures, tout ça, mais non. Donc voilà un peu ce que Peut-être je vais ajouter un point sur l'amélioration continue et sur la formation continue. Oui. Aujourd'hui, c'est un gage de confiance. Si on est certifié, par exemple. Donc les certifications, c'est un gage de confiance, quel que soit pour le recrutement ou pour avoir une bonne carrière en fait, dans une société. Ok, merci. Et évidemment, s'il y a des questions... Ah voilà, encore une question là, tout au fond. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Il faut lever la main ici Ah pour oui. avoir le micro. Bon, bonjour. Déjà, je vous remercie pour la présentation et le thème qui est très intéressant. Je souhaiterais bien être, disons, témoigner d'une expérience que j'ai vécue dernièrement dans un groupe multinational installé en Algérie. Donc, il est dans l'industrie agroalimentaire. On a recruté un RSSI. Donc, je rejoins ce que disait le monsieur. Donc, c'était le départ de 3 RSSI dans, disons, un laps de temps de 2 années en moyenne. Et là, on a recruté un RSSI qui l'a ramené un ami à lui qui est dans le pentesting et tout ça. Donc, l'entreprise, elle a ouvert grand les bras et voilà, par rapport à tout ce qui en lui faisant confiance. Mais après, les deux ils sont partis et l'entreprise elle se trouve un peu dans le désordre. Donc, voilà. Donc, est-ce que le choix, ce sera mieux peut-être de sous-traiter si on n'arrive pas à capter ces compétences? Est-ce qu'il y a un moyen peut-être de sous-traiter ou de faire disons, ça? Ou c'est une obligation d'avoir quelqu'un en interne, une structure avec toute une organisation qu'on a du mal à garder vu le besoin et, sur le marché et que voilà, les gens sont comptés. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, ce que je peux dire... Là, on ressent c'est comme si on est dans un marché qui donne le plus, il part chez la première entreprise, il y a le deuxième qui va là. Voilà. Donc je ne sais pas ce que peut-être la sous-traitance, est-ce que ça répond à ce besoin par rapport à... voilà. Merci. Ok, merci. merci pour la question. En fait, aujourd'hui, ce que nous devons mettre en tête, c'est qu'il y a des postes clés dans l'entreprise où on ne peut pas les sous-traiter. Certes, on peut le faire sous forme de sous-traitance par rapport à X temps, le temps de recruter la personne habilitée. Même les lois nous imposent aujourd'hui, il y a des postes clés où, comme le RSSI, les CISO, on ne peut pas prendre quelqu'un de l'externe et l'engager. Certes, celui de l'externe, il peut être là, il peut tout contrôler. Transition peut-être. Ouais. Voilà, les temps de transition. Mais il y a quelque chose que je devrais plutôt renforcer dans les recrutements. Si vous êtes recruteur, si vous êtes chef d'entreprise, il faudrait tenir compte
de 3 aspects pour recruter un RSSI. Il faut prendre en compte d'abord l'aspect technique, s'il est technicien, prendre en compte l'aspect métier, est-ce qu'il comprend les métiers, c'est quoi les métiers pour lui, prendre en compte l'aspect business. Un RSSI ou un CISO, il doit comprendre c'est quoi les réels besoins business de son entreprise. Il ne peut pas rester technique, voilà, et je viens, on implémente, voilà, je fais des suivis des KPI, voilà, et je regarde ça. Non, ça ne suffit pas. Peut-être que j'ajoute un point, Rodrigue, c'est les soft skills. Voilà. Très demandé. Voilà. Ouais. Il doit avoir un soft skills dans l'ensemble du métier. C'est les 3 points qui est très très important pour avoir un RSSI. Mais il faudrait retenir que ce n'est pas les postes donnés à n'importe qui dans l'entreprise. Voilà. Merci, Rodrigue. Alors, Ali, la question est pour vous. Quelle est votre vision pour la sécurité et gestion de risque en 2023? Quelle tendance à surveiller? De mon côté, en fait, je veux développer les risques liés aux tiers. Parce qu'aujourd'hui, c'est dans le top, en fait, de la liste des tendances, des prédictions pour la cybersécurité pendant des années et pour les années, en fait, futures. Aujourd'hui, les risques third party et supply chain sont des risques qui peuvent avoir des impacts énormes et lourds sur la société, quels que soient les domaines, quelles que soient les tailles, quels que soient publics ou privés, pour des PME ou pour des grands comptes, pour l'IT et aussi pour l'OT. Pour l'IT, peut-être les priorités sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité. Pour l'OT, c'est le human safety first, c'est-à-dire c'est la sécurité des personnes au début, parce que les risques peuvent toucher en fait pour des OIV par exemple, des opérateurs à importance vitale, pour des CNI en général, des Critical National Infrastructure, les risques peuvent toucher en fait la vie des personnes. Je veux commencer aussi par l'approche de Zero Trust, qui est basée sur la protection en profondeur, et c'est Never Trust, Always Verify. C'est-à-dire on vérifie, on évalue avec quelle société on va travailler, avec quel tiers on va travailler. Et les tiers généralement sont des fournisseurs, des CSP, des Cloud Service Providers, des Hosting Providers, des co-traitants, des sous-traitants, des experts, des consultants ou des partenaires, des clients, des assureurs. Donc à quel tiers on va partager nos données, à quel tiers on va donner la main pour le stockage de nos données. Est-ce qu'on a évalué en amont? Est-ce qu'on maîtrise en fait le risque? Est-ce qu'on a fait la due diligence ou non pour ces fournisseurs? Je vais peut-être présenter quelques statistiques et quelques chiffres selon Gartner, selon PwC et Ponemon Institute, pour avoir une idée un petit peu en fait sur les causes racines des risques liés aux tiers. La question qui a été posée par PwC durant leur rapport de 2022 Global Digital Trust Insight Report, à la base de 3602 participants. La question, qu'est-ce que le risque est lié aux tiers cyber, du point de vue cyber? La réponse, au mieux, seuls 40% d'entre eux déclarent comprendre parfaitement les cyber-risques liés aux tiers. 56% s'attendent à une augmentation des incidents liés aux tiers et à la chaîne d'approvisionnement. 34% ont formellement évalué l'exposition de leur entreprise à ce risque. 57% s'attendent à une augmentation des attaques contre les services cloud, mais seulement 37% affirment comprendre les risques liés au cloud. Donc c'est un peu, c'est grave là. Je vous donne en fait un exemple de vulnérabilité, et toutes ces statistiques-là, c'est pendant les 2 dernières années. Source Report by Ponemon Institute, 74% des organisations déclarent avoir subi une violation de la cybersécurité au cours des 12 mois précédents parce qu'elles ont accordé trop d'accès privilégié à des tiers. Donc ici, le principe de no tenant least privilege n'est pas exigé par la société et n'est pas respecté par les tiers. Malgré cette tendance inquiétante, 54% des entreprises déclarent également
ne pas évaluer des pratiques de sécurité des tiers avant d'autoriser à des données sensibles ou confidentielles. Par ailleurs, parmi ces sociétés, 63% ne savent pas quels tiers ont accès à leur réseau et de quel type d'autorisation ils disposent. Seulement 34% des organisations sont convaincues que leurs fournisseurs les informeraient d'une violation de leurs données sensibles. Donc c'est des statistiques un peu inquiétantes là. C'est pour cela en fait, c'est toujours ce risque-là, quel que soit le third party en direct ou le end party, c'est-à-dire le sous-traitant de sous-traitant, reste toujours dans le top des tendances cyber. L'engagement de la direction aussi, 35% déclarent que les cyber-risques des tiers ne sont pas une priorité de top management. Donc certainement ici, il n'y a pas derrière les budgets nécessaires pour faire face à ce type de risque. Je vous donne aussi un exemple de risques, surtout qui ont connu un pic, notamment pendant la pandémie de Covid, sont le phishing et le ransomware. Voilà, donc c'est un petit peu en fait une sorte de résumé sur les attaques liées aux tiers. Voilà. Ali, est-ce que je peux donner pour illustrer exactement ce que tu viens de dire, un cas qui m'est arrivé pour dire à quel point il faut faire attention aux tiers. On m'a appelé en urgence il y a quelques années. Vous connaissez tous la société Orange. Donc eux, ils ne rigolent pas avec les certifications de leurs fournisseurs. En tout cas, ils rigolent moins qu'avant. Bon. Donc l'un de leurs fournisseurs m'avait appelé en disant, tu comprends, on a un problème parce que ce client Orange nous a dit, si dans les 12 mois vous n'êtes pas certifié 27001, on arrête le business avec vous. Et c'était 80% de leur chiffre d'affaires sur ce client. Alors j'ai fait un pré-audit et vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez imaginer. Enfin, ils avaient installé BitLocker mais ils ne l'avaient pas activé. Les backups, il manquait des cassettes ou il l'avait prêté à d'autres boîtes. Enfin, c'était catastrophique. Donc c'est pour vous dire à quel point Ali a raison. On ne prend jamais assez de précautions avec les tiers. Et pour compléter ce que vient de dire Ali, on part dans les cas où nous tous nous venons de le vivre, le Log4j, le Log4Shell, où nous tous, dans nos entreprises particulières, où nous avons été sollicités d'une manière, je dirais même inhumaine, des fois, on t'appelle à minuit, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tout ça, pourquoi? Parce que ce sont des risques liés aux tiers que nous allons subir par rapport à nos échanges entre partenaires. Donc, Log4j a mis KO la plupart des entreprises. Donc, c'est parmi des risques aujourd'hui, même quand vous regardez dans EBIOS, où on parle le risque lié aux tiers, comment vous pouvez évaluer l'exposition de ces risques. Donc, dans ces cas d'espèce, il faudrait aller plus loin lorsque vous allez faire les études préalables même d'un contrat avec un tierce, vous lui exigez des documentations, des réglementations appropriées qui se conforment afin que vous, de votre côté, vous soyez sécurisé. Parce que c'est l'image de votre entreprise qui va avec ces genres de risques. Donc, c'était pour compléter ce qu'il vient de dire Ali. Peut-être je peux citer les deux exemples, en fait. Il y a l'exemple de SolarWinds. SolarWinds. Ouais, c'est donc ce fameux en 2020. Ouais, sur le qui a touché à peu près 18 000 clients. Et la dernière cyberattaque qui a été pour la société danoise d'ISP, de réseau ferroviaire, qui a touché, qui a été à la source en fait de fournisseurs CPU et qui a paralysé le 29 octobre, qui a paralysé carrément en fait le réseau ferroviaire pendant des heures. Et heureusement ici, parce que si on parle en fait de réseau ferroviaire, on parle de l'IT, on parle aussi de l'OT. Et heureusement, les risques ont touché la disponibilité. Il y a des impacts financiers, des impacts de réputation, impacts opérationnels. Mais heureusement, il n'y a pas un impact en fait sur la vie des personnes et n'ont pas touché en fait une partie en fait qui peut avoir
et des risques sur la vie humaine. Voilà. Ok, merci Ali. Rodrigue, quelle tendance à surveiller selon vous? Waouh, j'en ai plusieurs tendances à surveiller. Je ne sais pas si je vais commencer à parler de toutes les tendances, on aura le temps. Mais je vais pointer l'impact des réglementations gouvernementales. Et je vous rappelle que je ne suis pas expert en RGPD, mais au moins, moi je travaille sur les impacts qui sont liés à cette réglementation. Et je vais essayer un peu de pingler sur la résilience organisationnelle dans les entreprises. Et puis, je vais voir un peu sur la régularisation de paiement pour le ransomware. Voilà, et je peux prendre quelques tendances. Alors, là, selon Gartner, d'ici 2023, il dit 5 milliards de citoyens, donc plus de 70% des PIB mondial seront couverts par le droit de vie privée des consommations. Donc là, c'est quelque chose qui va se passer. Ça, ce sont les réglementations gouvernementales. Si je prends l'exemple de RGPD pour l'Union européenne, et lui, de son côté, il va exiger, soit imposer à toutes les organisations qui vendent au sein de l'Union européenne de se conformer, qui vendent aux gens de l'Union européenne, bien sûr, de se conformer à ces réglementations. Alors, qu'est-ce qui va en découdre dans ce genre de monde hyper réglementé? Ce que j'ai retenu comme risque, ce serait d'abord, premièrement, ce serait du cyberchantage. Alors, il y aura des menaces, des dénonciations de victimes aux régulateurs pour non-conformité. Donc, les groupes de cybercriminels, ils vont créer des groupuscules pour menacer les gens sur la non-conformité, dénoncer, je vais vous dénoncer, on va faire ça, on va faire ça. Et ils vont même aller plus loin pour proposer des faux services de régularisation. Et dans ces fils d'idées, dans cette logique de régularisation, on va constater que les entreprises vont de plus en plus mettre des moyens financiers sur la conformité. Ils vont plus s'atteler sur la conformité. Pourquoi? Pour éviter les cyberchantages. Ils vont oublier la partie qui serait peut-être délaissée, la partie technologique également. Alors, dans ces cas d'espèce, on va avoir des cyber-extorsions qui vont encore de plus en plus augmenter. On aura plus loin des usurpations d'identité. Il y aura des cybercriminels qui vont même créer des groupes comme quoi ils sont des régulateurs, mais des fausses régulateurs. Il y aura une montée en puissance des amendes dans ce sens-là. Donc, il faudrait, dans des entreprises, lorsque nous allons implémenter des lois de RGPD, toute forme de conformité, il faudrait toujours faire l'équilibre entre la conformité, les exigences et la partie technologique. Donc, il ne faut pas se dire, voilà, on va plus s'atteler sur la technologie et on va laisser la conformité. Ah, vous serez frappé également. Ou soit, puisqu'on sera frappé par les amendes, souvent ce sont des fausses amendes, et on va laisser de l'autre côté, alors vous serez frappé de l'autre côté sur la partie technologique. Donc ça, c'est sur l'impact des réglementations gouvernementales, ce qui va engendrer. Ça, ce sont des chiffres que donne Gartner. Il y a eu, d'ici, c'était au mois d'octobre passé, il y a eu une conférence dans ce sens-là. Et alors, je vais parler sur autre chose, sur la résilience organisationnelle. Voilà. Nous tous, nous savons que quand on parle de la résilience, on se penche plus souvent sur tout ce qui est technologique. Technico-opérationnel. Voilà. Donc, il faut mettre des firewalls, il faut mettre on doit mettre notre SOC pour, voilà, récupérer les incidents, traiter les incidents, mais on oublie la partie humaine. La résilience, normalement, doit devenir une culture humaine. Donc, les chefs d'entreprise, tels que vous êtes, vous devrez cultiver cette résilience, comme quoi mettre des moyens sur cette partie, essayer d'éduquer les personnels sur la résilience humaine. Parce qu'aujourd'hui, on a des fake news, on a toutes sortes d'informations qui passent sur Internet et que tout le monde peut être sensible à ça et voilà, il tombe là-dessus. Mais s'il y a une culture de résilience organisationnelle, vous constaterez que tous ces risques, toutes ces menaces seront de moins en moins
diminuer et en plus, on aura un équilibre entre la résilience partie technologique et la résilience humaine. Parce que la gestion de vulnérabilité, moi j'ai toujours défini pour résoudre les vulnérabilités, la vulnérabilité commence par la culture de l'être humain. C'est lui le premier maillon de ces chaînes de vulnérabilité. Donc si on commence à cultiver l'être humain, à être résiliente face à des fake news, à toutes ces informations, et on aura une entreprise ou une société résiliente face aux plusieurs attaques cyber. Et autre point, je voulais parler... Excuse-moi, je peux t'interrompre pour illustrer, oui. Parce que c'est assez pertinent. Oui. Et dans la résilience organisationnelle, tu vas me dire, je parle sous ton contrôle, hein, ouais, mais il y a le fait de faire attention quand on est dirigeant, de créer une organisation qui ne va pas elle-même se disloquer ou se cannibaliser avec, vous savez, des fonctions de contrôle. Vous avez tous entendu parler de contrôle de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3, etc., avec ces pyramidales, etc. Or, en fait, quand la gouvernance est mal organisée, ça ne marche pas du tout. Et vous avez en fait des querelles internes qui font que des départements entiers disparaissent, que vous pouvez perdre les meilleurs éléments, et donc votre résilience, elle est pas là. Donc la résilience, elle est aussi dans la constitution de départements, je ne sais pas si tu es d'accord, oui, oui. Qui sont cohérents et qui sont le mot-clé, c'est ça, hein, c'est des départements et une organisation intégrée. Ah voilà, je vois qu'il y a une question au fond, peut-être... Ben voilà, bon, juste pour rebondir par rapport à tout ce qui est résilience, bon, là, est-ce qu'on peut parler de framework qui un peu, ils peuvent cadrer cette activité, sachant qu'il y a des normes ISO, par exemple PECB, qui peuvent un peu peut-être aider dans la gouvernance dans ce sens. Donc ça ma question par rapport à les frameworks, aux standards qui peuvent un peu nous orienter ou sur lesquels on peut s'appuyer pour mettre en place une bonne gouvernance dans ce sens. Oui, là vous rentrez sur le plan technologique des firewalls. Vous parlez des firewalls, c'est ça? Non, j'ai framework. Des frameworks, des espaces. Je parle côté organisationnel. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des standards dans le domaine du management? Là, on est purement dans le management. Quand on parle résilience, en général, il y a une couche, ce que disait monsieur, il y a une couche de gouvernance qui est primordiale. Et là, on doit s'appuyer sur soit des outils technologiques. Bon, c'est pas le but de ma question, mais en termes managériels, organisationnels, qu'est-ce qu'on peut, sachant que je sais que PECB a des formations dans ce sens-là. Oui, bien évidemment. Chez PECB, il y a ce qu'on appelle la sensibilisation, la partie sensibilisation. Je ne sais pas si c'est dans 27001 toujours. On parle aussi de la sensibilisation. Il y a quelque part, on parle de la... Non, la sensibilisation, elle existe partout dans les normes. Mais par contre, il y a la 22301, tout ce qui est business continuity et management. Là, il parle de la résilience. Mais voilà, j'aimerais bien avoir votre expérience quand on veut mettre en place cet aspect culturel que vous disiez managérial, sur quels outils on doit se baser, voilà, pour être un peu dans le concret et voilà. Donc, déjà le 22301 sur le PCA, c'est un bon outil également. Moi, je vous le conseille également de le cultiver davantage, de l'exploiter davantage. Ce sont parmi des bons outils le PCB qui met en place pour nous, pour préparer en cas d'incidents ou de sinistres, comment se prévenir face à ces attaques surnaturelles également. Ça, c'est une partie des résiliences également. Je ne sais pas si, Ali, tu peux ajouter quelque chose? Il y a des standards et des bonnes pratiques de NIST aussi. Oui. Je peux recommander NIST CSF, Cyber Security Framework, en commençant par Identify, Protect, Detect, Respond and Recover. Donc, il faut bien suivre les 5 étapes et aussi pour avoir une bonne résilience, certainement, il faut investir sur les 3 volets,
people, process and technology. Donc c'est pas que people ou la procédure. Donc, il faut le tout. Il faut investir et avoir une balance sur le 3. J'ajoute un quatrième volet, parce que je l'oublie toujours, il est dans 27001, il y a cette espèce de schéma bizarre. Vous avez tous vu si vous avez fait 27001. People, process, technologie, et il y a organisation. Ouais. N'oubliez pas celui-là. Surtout. Coûte cher. Je vois qu'il y a une autre question. Oui. Merci, bonjour. En fait, moi, je voudrais revenir sur l'exemple qu'a donné Benjamin, en fait, sur le risque évoqué par Ali sur les supply chains. En fait, il se trouve que je travaille chez Orange, justement, et que je m'occupe, en fait, des audits partenaires. Je vais me faire un ami. En fait, je m'occupe à plein temps des audits partenaires. C'est-à-dire que peut-être que la demande que vous avez reçue, en fait, ça vient de mon équipe. En fait, nous, on s'occupe tout le temps d'auditer nos partenaires parce qu'en fait, en 2014, on a subi une attaque de vol de données massive et c'était justement chez un de nos partenaires qui a mal sécurisé la donnée. Donc, mon équipe a été créée et à plein temps, on s'occupe de faire des audits fonctionnels 27001. Alors, on ne leur demande pas d'être certifiés, mais on leur demande d'être conformes en fonction du traitement qu'ils vont faire. Oui. On fait également des tests d'intrusion. Et ce que je voulais en fait évoquer, c'était par rapport au premier risque que vous avez cité, c'est que nous, on demande à nos partenaires de les auditer. Certains nous disent, pas la peine, j'ai déjà été audité, j'ai un rapport qui dit que je suis bon. En fait, on remarque de plus en plus qu'ils tombent sur des faux profils d'auditeurs, qui leur donnent des rapports d'audit en fait qui sont... Attendez, je comprends pas. Quelle est la réponse ? Moi, client, je demande à mon partenaire de l'auditer. Mon partenaire me dit... Et vous répond, j'ai déjà été, je suis certifié par exemple. Je suis audité, alors pas certifié, audité plutôt. Audité, j'ai un bon niveau de sécurité. Nous, on demande toujours de rechecker parce qu'on a nos données en fait et c'est offert aux partenaires, c'est gratuit. On se rend compte souvent en fait qu'ils ont subi une sorte d'arnaque en fait d'auditeurs. Comme ils ne connaissent pas le métier, ils se font auditer, ils payent l'audit, des fois le pentest, qui leur dit qu'ils ont un bon niveau de sécurité et par contre, nous, quand on vient checker derrière, eh ben, ce n'est pas le cas. Je vais vous répondre, c'est très simple. Ouais, vous avez 100% raison, ça ne vaut rien, cette réponse. Il y a des certifications qui sont reconnues, c'est un consensus, hein, mais si vous oppose par exemple un rapport SOC 2 d'une entreprise connue, ça c'est valable, hein, ISAE 3402 SOC 2, ça c'est vraiment un signe que leur contrôle interne fonctionne bien. Une certification 27001, vous pouvez toujours aller réauditer certains points, mais si c'est juste j'ai fait appel à un cabinet d'audit qui sort de je ne sais où, qui m'a fait un audit sur mesure et qui dit que tout va bien, vous avez raison d'envoyer l'artillerie lourde. Oui, ça me paraît normal. Peut-être aussi, il y a une liste en fait des sociétés qui sont certifiées PASI. C'est aussi vérifiable. Qui sont bien auditées en fait par l'ANSSI pour donner ce type en fait de prestations, à titre d'exemple le pentest. Bien sûr. C'était ça la question en fait, c'était comment garantir côté partenaires qu'ils ont fait le bon choix parce que derrière ça leur coûte de l'argent et que nous derrière on vient auditer en fait, malheureusement ils ont payé pour rien. C'est de plus en plus... Mais de toute façon, c'est vérifiable. Lorsque un fournisseur vous dit, voilà, il est certifié, tout ça, vous pouvez toutefois aller vérifier. C'est possible. Non, en fait, eux, ils nous disent ça pour éviter un deuxième audit, en fait. Excusez-moi, il y a ce qu'on appelle, Merci. Il y a ce qu'on appelle l'audit de certification. C'est la troisième partie, third party. Donc, chaque entreprise peut être certifiée, par exemple, 22301 ou bien 27001, etc. Okay. Mais c'est votre partenaire, vous pouvez l'auditer, c'est ce qu'on appelle l'audit de second party ou de third party. Oui. Pour avoir plus de confiance, on ne peut pas dire qu'il est arnaqué ou pas, ça c'est autre chose. Mais c'est à vous de vérifier, puisque c'est votre partenaire, vous n'avez qu'à faire votre audit, disons, et puis après, avec les justificatifs bien définis, vous pouvez décider si c'était ça ou l'autre. Mais deuxième partie, c'est un audit. C'est un type d'audit. Et troisième partie, ou bien third party, c'est l'audit de certification. Sauf, je sais moi-même qu'Orange fait la deuxième partie. Il y a d'autres organismes aussi qui font l'audit de leurs partenaires, etc. Bon, ça c'est fiable, c'est bien, et c'est pour vérifier si leur système fonctionne convenablement ou non. Sans pour autant, disons, parler des arnaques, etc., parce que c'est autre chose, donc c'est autre sujet à... Peut-être à cette occasion, je peux donner quelques recommandations pour faire face à ce type de risque. Oui, je vois
Il y a des questions Il y a encore là-bas. une question aussi. C'est une remarque plus qu'une question. Alors, effectivement, comme dit Monsieur Djamil, effectivement, le côté tiers certifiant qui n'a rien à perdre parce qu'il n'a pas d'intérêt dans l'affaire, par opposition peut-être à des gens un petit peu bizarroïdes qui font des audits de complaisance, effectivement, ça a toujours un peu existé, même si ça a tendance à disparaître à cause justement des audits par des tiers certificateurs. À titre personnel, je me méfie toujours d'un audit qui dit tout va bien. Personnellement, j'y crois pas. C'est pas possible que tout aille bien. Ouais. Même chose en 22301, on a les tests, 8.5, tests, exercices. Oui. Les gens qui me remettent une feuille A4 en disant on a testé ceci, cela, très bien, circuler, il n'y a rien à voir, j'y crois pas. Et en plus de ça, ils n'ont peut-être pas testé la bonne chose. Ils font le même test depuis 5 ans et ils trouvent que tout va bien. Oui, mais il y a plein d'autres tests qu'ils devraient faire qui ne vont pas du tout. Donc à titre personnel, et c'est un peu dans mes missions que je fais d'assistance auprès de dirigeants d'entreprise, c'est de dire ayez un esprit critique. Sinon, vous êtes le Titanic. Le Titanic, tout va bien, il n'y a pas de risque possible, on est insubmersible, il y a un iceberg, on s'en fiche, etc. Les normes ISO de système de management, c'est l'anti-Titanic. C'est quels sont les risques en permanence, quels risques j'ai. Et je suis au gouvernail, moi le président, je dois aller un peu sur bâbord si je vois un iceberg et ne pas croire que sous prétexte que quelqu'un m'a dit que j'étais insubmersible, je suis insubmersible, vous voyez. Ce que vous évoquez... Donc il y a une culture de la direction aussi à introduire. C'est ce que vous dites aussi depuis le début, de toute façon. La culture du doute, la culture... j'ai entendu tout à l'heure comment peut-on garantir. Je pense qu'en domaine de sécurité ou de continuité, on ne peut jamais garantir. On ne garantit pas. Les textes disent on vise à assurer. On vise à assurer la sécurité, on vise à assurer la continuité. Il faut être à un niveau raisonnable. Voilà. Mais ce que vous avez dit juste avant, l'histoire de l'audit blanc, ça fait partie du risque, ce qu'on appelle le risque d'audit. J'ai vécu personnellement avec 2 personnes qui étaient parties. Bon, je vous raconte juste ça, ça dure 2 secondes. Mais ils étaient partis en Australie parce que tout le monde voulait aller faire cette mission. Et ils étaient partis aller auditer un système. Et alors, pas de bol pour eux. Ils sont revenus avec aucun finding, ou je sais plus, le seul truc qui n'allait pas, c'était un document qui n'était pas à jour. Et le système, c'était un système mainframe HP non-stop. Alors, pour auditer ce truc-là, si vous n'avez pas la checklist et l'expérience, ça ne sert à rien. Donc effectivement, ça va dans votre sens. Il faut confier les audits aux gens qui savent ce qu'ils font. Et les 2 personnes dont je vous parle, après leur voyage en Australie, elles sont allées voyager à l'extérieur de la société, si vous voyez ce que je veux dire. Elles ont sauté comme les kangourous. Ah oui. Ok, merci. Oui, le doute, effectivement, est quelque chose qu'il faut généraliser. Je développe peut-être oui, voilà. les recommandations. Il y a encore une question. On donne une question comme ça. Nous arrivons dans les dernières 10 minutes. Le temps passe vite, donc s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Oui, merci beaucoup Malik Fall. Je participe un peu au débat des risques liés aux tiers et les processus de certification que certaines entreprises, notamment Orange, le collègue qui vient de parler, effectivement, l'équipe qui est chargée de faire ces audits-là, j'ai participé à leur formation au début, pour faire les audits, pour aller vérifier chez les prestataires d'Orange le niveau de conformité par rapport à des exigences qu'ils leur donnaient, donc notamment dans un pass. Donc il allait vérifier. C'est après qu'au niveau corporate, ils ont mis en place cette demande de certification. Mon intervention, 2 choses. Un point qui a été soulevé. Donc j'ai l'impression qu'on a une angoisse par rapport aux tiers. Et les tiers peuvent être extrêmement utiles pour un système d'information, au point que, monsieur, je n'ai pas retenu les noms parce que je n'étais pas là au début, Audrey, disait que le poste de RSSI, on ne peut pas le confier à un tiers. Je pense que aucune norme ne l'interdit en soi. Et l'encadrement qu'on pourrait avoir en termes de contrat de travail avec une personne à l'interne, on peut le faire aussi à travers un contrat
de prestations blindées suffisamment pour faire donc, la tâche de RSSI à temps partagé ou RSSI délégué. Et ce que la personne qui avait posé la question en termes donc, de délégation du RSSI, donc ce qu'il dit, c'est un risque important. Aujourd'hui, en France, par exemple, la volatilité donc, des ressources, il est extrêmement difficile de garder des ressources d'une compétence avancée dans les entreprises. Le fait d'avoir un cabinet, par exemple, qui porte la fonction RSSI, donne des garanties, des gages, effectivement, de pouvoir assurer une continuité de cette activité. Et, à mon avis, donc, ce ne serait pas une mauvaise chose d'avoir une démarche comme ça. Et je ne vois nulle part dans les normes, en tout cas ISO que je connais, notamment la norme ISO 27001, ce qui l'interdirait. Ça donne des garanties. C'est pas interdit. C'est pas les normes ISO qui l'interdisent. Et dans la pratique aussi, ça peut être beaucoup plus pragmatique. Il faudrait faire une différence entre je vais parler un peu rapidement sur les OIV et les OC, en fait, les opérateurs d'importance vitale. Aujourd'hui, ils sont réglementés par l'État français. Je prends l'exemple de France, désolé, on est en Belgique. Voilà, il y a la loi LPM qui oblige à ces entreprises à l'importance vitale de respecter certaines règles. Ça, vous ne le trouverez jamais dans nos normes ou quoi que ce soit. Absolument. Ce sont de secrets internes des entreprises qui doivent respecter ces recommandations-là. Pourquoi? Parce que ces entreprises traitent parfois des informations des hauts cadres de l'État qui transitent. Alors, on suppose que la personne, bon, peu importe ses intégrités, sa probité morale, tout ce qu'il peut en avoir, on peut sous-traiter, comme vous l'avez dit tantôt, chez les PME peut-être, mais chez les OIV, je suis là depuis longtemps, ce sont mes clients, c'est chaud. Ok, je respecte l'avis. Le deuxième point, juste pour qui, c'était par rapport effectivement à la garantie que donnerait donc une certification. Ce qu'on constate réellement dans le terrain, moi je suis auditeur de certification, j'ai une entreprise qui accompagne d'autres donc à implémenter les normes et à faire des audits internes. Régulièrement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie disparité entre les certificateurs en termes d'exigence et de sérieux. Donc ça aussi, c'est un problème que l'on constate vraiment sur le terrain. Il y a des certifications qui sont vraiment des codes de certification de complaisance, tout simplement. Et là où le système lui-même ne fonctionne pas, le fait que le client paye le certificateur, ça veut dire qu'il y a un rapport d'intérêt, alors que le certificateur devrait être un tiers complètement indépendant. C'est difficile de régler ce problème-là parce qu'effectivement, mais il y a ce rapport d'intérêt qui fait que c'est difficile d'avoir une objectivité, dans le travail donc, de ces tiers-là. Moi, il m'est arrivé de faire un audit interne. On m'appelle une société qui a été certifiée 2 fois, qui n'a jamais fait d'audit interne, donc de son SMSI, qui a eu sa certification initiale, premier renouvellement, au deuxième audit de qui on lui donne une non-conformité mineure. Et à la veille de l'audit de renouvellement, il m'appelle en urgence pour me dire qu'il faudrait qu'on ait un audit interne, sinon on va... C'est peut-être un cas difficile. Voilà. C'est effectivement un problème, quoi. Oui, surveillance, l'audit de surveillance, merci. En fait, j'ai déjà développé en fait, les causes des tiers, mais je vais partager avec vous quelques recommandations rapidement. Premièrement, c'est d'avoir une visibilité claire en fait, sur les risques liés aux tiers. C'est de vérifier ou d'évaluer la maturité cyber des tiers. C'est à la base, c'est de comprendre nos risques. C'est de vérifier, par exemple, s'ils sont certifiés, parce que s'ils sont certifiés, par exemple, ISO 27001, ça donne un peu en fait, de confiance. S'ils ont suivi l'audit SOC 2, type 2, par exemple, ils vont nous donner aussi de confiance. On va demander des documents, par exemple le plan d'assurance sécurité, quelques documents pertinents de cybersécurité pour l'évaluer, pour savoir comment nos données vont être sécurisées et vont être protégées chez eux. On peut parler aussi de TPCRM, de Third Party Cybersecurity Risk Management, de SCCRM, le Supply Chain Cybersecurity Risk Management, généralement soit sous forme manuelle avec des checklists, avec des fichiers Excel, etc., soit automatisé via des logiciels dédiés. Aussi,
il faut mettre en place ce qu'on appelle le Security by Design. Donc c'est l'intégration de la sécurité dans le projet. Aujourd'hui, c'est parmi les recommandations même de l'ISO. Et aussi, il faut bien monitorer et superviser les risques liés aux tiers et à ne pas oublier la partie contractuelle, parce que c'est très important en fait, la partie, et il faut bien impliquer en fait l'équipe juridique. Voilà. Dans les dernières minutes, Okay. Il y a encore une question tout au fond là. Si vous pouvez passer le microphone. Bon, juste par rapport à la LODI seconde partie. Donc je sais bien que la 27001, disons, elle recommande, elle exige de faire un contrôle par rapport à ses fournisseurs. Mais la question qui se pose, elle ne rentre pas dans le détail. Je ne vous dis pas comment. La problématique qui se pose, c'est quelles sont les limites avec mon fournisseur. Là où je peux aller, je pense que je rejoins ce que disait le monsieur Orange. Donc quelle est la limite? Après, bon, mon fournisseur, lui, il peut me dire, moi, j'ai la certitude que je suis conforme. Donc, comment cette relation, de relationnel, comment ça se passe? Est-ce que la norme, elle peut être comme un argument, disons que la norme, elle me dit qu'il faut que je vous contrôle, ou là, comment ça se passe dans le terrain réellement avec les fournisseurs pour avoir cette relation de confiance déjà et de contrôle. Je peux vous répondre. Il y a d'abord un rapport de force qu'il faut prendre en compte entre vous et le fournisseur. Votre fournisseur, il peut être 1000 fois plus gros que vous. Donc ils peuvent vous dire... Oui, votre fournisseur peut être... je ne sais pas si votre fournisseur c'est Google. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Ils vont vous dire, voilà, on a toutes les certifications. Ça va être difficile d'aller envoyer une équipe d'audit. Mais vous pourrez demander sur des points particuliers, vous pourrez toujours demander des justifications, etc. Mais en revanche, ça va être des fournisseurs qui ont la main sur ce que tu as dit. Ouais. Je ne sais plus si c'est toi ou toi, mais c'est des fournisseurs qui ont la main sur le contrat. Voilà. Parce qu'ils vous ont imposé un contrat, en fait. Et à partir du moment où la relation contractuelle est engagée et que vous avez signé... Et malheureusement, ici, en fait, la question de Google, par exemple, il y a pas mal des CSP, des Cloud Service Providers, qui donnent des certifications de leur hosting provider, de Google ou d'Amazon. Mais réellement, eux ne sont pas certifiés. Donc, voilà. Ouais. Mais s'il y a une solution SaaS, par exemple, la solution SaaS, c'est développer. Est-ce que le développement de l'application est sécurisé ou non? Donc, à titre d'exemple, côté chiffrement, côté gestion des clés. Donc, il y a pas mal de questions en fait, à poser. Mais normalement, vous pouvez leur demander leur certificat et leur déclaration d'applicabilité et aller voir dedans ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas. Oui. Alors, même si on vous dit que c'est confidentiel, à ce moment-là, vous pouvez aussi s'adresser à leur certificateur. On demande. J'avais juste une question, je ne sais pas pour finir. Comment vous voyez le rôle des assurances? On n'en a pas parlé. Est-ce qu'on peut s'assurer contre les cyber-risques? Comment? Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, etc. Ok, dernière question. C'était une question en fait qui était prévue pour Rodrigue. C'était une question qui était prévue. J'avais prévu quelque chose de parler sur ça, mais malheureusement, le temps nous est imparti. Alors, une minute rapidement. Voilà, je vais résumer rapidement. Alors, l'assurance cyber-risque, c'est quelque chose aujourd'hui qui est en vogue. Et il faut comprendre que l'assurance cyber-risque, c'est le moyen de protection préventive et détective de nos activités aujourd'hui. Donc, ce qui va permettre à ce qu'aujourd'hui, vous avez des pertes financières, des pertes des données, vol des données, exfiltration des données. C'est quelque chose de très important. Pourquoi souscrire? Ça, c'est un point que j'ai retenu. Pourquoi souscrire à une police d'assurance? Donc, en fait, la souscription te permet ou vous permet à ton entreprise d'effectuer une cartographie des risques, ce qui va vous permettre d'analyser le besoin que vous en avez à minimiser les risques d'exposition, bien sûr, et ce qui restera à remettre ou à transférer vers l'assureur. Ça, c'est très, très, très important aujourd'hui.
Certes, il y a aujourd'hui, dans les rapports, il y a 17% de PME qui se sont inscrits, souscrits plutôt dans l'assurance cyber-risque. Il y a 80% des CAC 40 qui ont inscrit, mais l'évolution tend à ce que 20% annuel, il y aura des souscriptions dans la cyber-risque. Ça porte plusieurs avantages. On ne saura pas tout... En fait, les remboursements, voilà, la couverture, là, ça dépend maintenant de la couverture des risques. Il y a, dans la couverture, vous verrez, il y a les rançongiciels, il y a vol des données, il y a le piratage, il y a défiguration également, ils prennent en charge. Mais le plus grand souci reste la donnée. La donnée, on ne sait pas quantifier la donnée réelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moi, Rodrigue, j'avais proposé, là où je suis, de faire une matrice entre les amendes imposées par CNIL et la valeur de la donnée. Lorsque vous faites cette matrice-là, CNIL impose sur les non-conformités sur les données sensibles. Il dit soit vous allez payer 50 millions puisque vous n'avez pas respecté. Alors l'assureur va venir, il dit bon, ok, là vous allez payer 50 millions, vous n'avez pas respecté. Donc en cas de ça, moi je peux vous assurer à l'auteur des 55 millions. Voilà un peu. Ça, ce sont des calculs d'actuariat. Aujourd'hui, c'est en discussion. Merci. Je dois vous peut-être vous pouvez élaborer après. Voilà, on peut échanger après parce qu'il y en a plein de matières sur ça. N'hésitez pas en fait. Si vous avez des questions, même après en fait. Voilà, j'avais même d'autres choses. J'ai 2 ou 3 points, mais il n'y a pas de temps. Après cette session, bien évidemment. Grand merci au public, à vous et aux panélistes. Grand merci. Nous sommes à la fin de cette session. Merci à Caroline. Merci.